Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison des apéros Different Dive. Alors aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un d'extraordinaire comme à chaque fois, mais ici c'est peut-être encore plus différent. J'ai envie vraiment de vous faire partager ce moment. C'est quelqu'un qui aiguise énormément ma curiosité. Il m'a envoyé des tas de photos. On va les visionner. Vous allez voir, c'est super chouette. Il a une actualité de fou. Et ben, on va évidemment tout de suite l'accueillir. C'est l'aventurier, l'explorateur. Il va se définir lui-même. Alban Michon. Bonjour Alban. Salut Hélène, salut tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à cet apéro. Alors, Alban, tout de suite, avant toute chose, pour ceux et celles qui éventuellement ne te connaîtraient pas, alors c'est peut-être eux alors qui sont restés dans une tente quelque part sur un des pôles. Qui es-tu? Alors, donc je m'appelle Alban Michon, j'ai une petite quarantaine d'années, je ne les fais pas du tout, je fais plutôt 32 ans. Et je suis avant tout moniteur de plongée depuis une bonne vingtaine d'années. Et depuis quelques années déjà, je réalise des expéditions polaires, pôle Nord ou Antarctique. Et on fait des films, on fait des livres et on fait rêver les gens. Et voilà un peu ce que je fais. Enfin, je fais pas mal de choses, mais on va en parler un peu. Je compte sur toi pour me poser des questions parce que des fois, je suis un peu perdu dans tout ce que je fais. Mais voilà, donc, moniteur de plongée, explorateur polaire, je fais un peu tout, quoi. Oui, alors évidemment, compte sur moi, hein, donc j'ai préparé une très très grande liste de questions. On va comme Ouais, je vois d'habitude ça, pas ouais. venir au bout. Hein. Ah ouais, oui, évidemment, ça c'est parce que j'ai plein de choses à te poser. Mais d'abord, avant toute chose, on va comme d'habitude lancer le jeu de l'apéro, parce qu'on est là évidemment pour prendre du temps ensemble, pour prendre du plaisir ensemble. Et on a tous les deux un mug. Pour ceux Exactement. qui ne savent, qui ne connaissent pas le jeu, je sais pas aussi, ils doivent aussi être restés quelque part au pôle. Donc, l'idée, c'est que vous deviniez ce que l'on a dans notre mug. Et on a évidemment des très beaux cadeaux à vous offrir. Alors, Alban, peut-être celui ou celle qui va deviner ce qu'il y a dans ton mug. Alors, il faut être précis. Je vous dis tout de suite, dans le mug d'Alban, il faut être très précis. Si jamais on donnera des indices, mais il faut être très très précis. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qu'il ou elle va gagner? Celui ou celle qui va découvrir. Alors moi, je vais offrir mon livre L'itinéraire d'un nomade des glaces. C'était le livre de ma dernière expédition. Je suis parti sur la banquise arctique. Hop, voilà, on le voit mieux là. 62 jours en solitaire. Voilà, donc je le dédicacerai pour celui ou celle qui gagnera. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment un très très beau cadeau. Et de mon côté, cette année, je vais offrir le livre Photographe sous-marin avec 20 talents, 20 photographes de talents amateurs, amatrices qui se sont prêtés au jeu et qui vous donnent tous leurs meilleurs conseils, trucs et astuces pour faire aussi vous-même vos propres photos. Alors, on va commencer directement par une question évidemment que je pose à tout le monde, mais c'est finalement comment tu es entré dans la plongée. Mais pour ça, je vais quand même mettre une photo parce que tu m'as envoyé pas mal de photos et il y en a qui sont tout à fait intéressantes par rapport à ça. Donc, c'est parti. Alors, Alban, comment t'es arrivé dans le monde de la plongée? Alors là, je suis sur la presqu'île de Gien, dans le sud de la France, et je suis originaire de Troyes, moi, dans l'Aube. Et je pense sincèrement que inconsciemment, il y avait Cousteau tous les dimanches après-midi à la télé. Je pense que je regardais pas forcément tous les dimanches, mais en tout cas, quand je tombais dessus, j'étais passionné par ce qu'il montrait, par l'exploration sous-marine. Ça me donnait envie de faire un peu comme lui. Et donc, à force de fatiguer un peu mes parents, voilà, quand on allait sur la presqu'île de Gien tous les étés, je mettais mon masque, mon tuba, et puis je traînais, je mettais la tête dans l'eau à la recherche de trésors. Et donc, voilà, à force de saouler mes parents, je crois qu'un jour, ils m'ont dit, bon, bah, allez, on va lui faire un baptême de plongée en piscine à Troyes. Et je trouvais ça, je me rappelle, Avec j'avais une tes dizaine parents. d'années. Avec tes Ouais, parents. avec mon père et ma sœur d'ailleurs. On était tous les trois. Et le matos, c'était pas adapté à l'époque, hein. C'était dans les années 87. Et donc, c'était trop lourd. C'était un 12 litres long. Et puis, je me suis retrouvé dans l'eau et j'ai trouvé ça phénoménal. Même dans une piscine, ce côté un peu être en apesanteur, j'ai trouvé ça génial.
Voilà. Et ça t'a évidemment donné envie d'aller plus loin. Alors, il y a quand même, on va commencer par quelque chose qui est peut-être, en tout cas, vous devez savoir que, donc, comme tous les invités, j'ai demandé à Alban de m'envoyer des tas de photos qui étaient des choses qui étaient importantes pour lui. Et il m'a envoyé quelque chose qui, pour moi, était presque dur. Je vais vous le montrer. Ah, Presque mince. dur. Parce que ça me touchait énormément. Et c'est ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous, derrière votre écran, de quoi il Ah, s'agit. Ah, tu peux peut-être l'expliquer, Alban. C'est absolument, moi, j'ai trouvé ça absolument dur. ouais, alors en fait, j'étais pas très bon à l'école, comme à mon avis pas mal de gens. Et un jour, notre maîtresse d'école nous demande d'écrire notre rêve. Notre rêve. Et moi, j'écris mon rêve sous-marin. J'ai eu une note de 6,5 sur 10, je précise quand même, hein, sur 10. Et j'écris, j'étais pas bon, mais là, j'écris que, en gros, que depuis que je suis tout petit, je rêve d'être un plongeur professionnel. Et ma vie, moi, je l'ai écrite à l'avance, c'est-à-dire que j'ai décidé dès l'enfance, une fois que je suis tombé amoureux de la plongée, j'ai décidé de vivre de la plongée. C'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc, je l'ai écrit. Et plus tard, un peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, j'ai écrit le planning de ma vie. Donc, comment j'arriverais à être moniteur de plongée, comment je voulais avoir des écoles de plongée. J'ai eu 2 écoles de plongée. Ensuite, j'ai écrit que je voulais être moniteur je voulais faire des aventures, des explorations, je voulais faire des films et des livres. Tout ça, je l'ai écrit. Il était hors de question de subir ma vie. Je décide de ma vie. Et donc, quand elle m'a demandé, enfin, elle nous a demandé à l'école d'écrire voilà, cette rédaction, notre rêve, bah, j'ai écrit que quand je serai plus grand, je travaillerai dans la plongée. Alors, les internautes ne le voient peut-être pas, mais en fait, cette professeure ou ce professeur, je ne sais pas trop bien, a écrit des choses absolument atroces puisqu'elle met mal écrit et inutile et elle barre. Alors, moi, j'ai fait le compte, tu devais avoir quelque chose comme 11-12 ans quand tu as écrit ça. Et Ouais, je c'est me ça. suis dit, mais comment est-ce que dans l'éducation nationale, on peut barrer un rêve d'un enfant en disant, mais c'est inutile et mal écrit. Alors, moi, j'ai lu ton texte, évidemment, tout entier, et je me suis dit, moi, si je suis prof, je mets au-dessus, même si je mets, attention, ça, il faut peut-être pas mettre, je mets en grand, magnifique, je te souhaite d'arriver à avoir ton rêve, à y aller jusqu'au bout. Et là, finalement, c'était mal écrit, inutile, c'est pas bien dit et tout. Et puis, je me dis, mais quelle dureté. Et malgré ça, toi, tu continues, tu restes dans ton rêve. Et en fait, peu importe ce que cet adulte-là qui finalement te sanctionne un petit peu, ça ne méritait pas 6,5 sur 10. Hein. J'ai longtemps travaillé dans l'éducation. Non, mais tu as raison dans ce que tu dis. Et en fait, je pense que tout ça m'a aidé. C'est-à-dire, j'étais pas très bon à l'école. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas le bac. Et je crois qu'en fait, mon ignorance m'a aidé parce que j'ai pas les codes. J'ai juste compris que fallait que je compte que sur moi-même et qu'il fallait pas que je compte sur l'éducation nationale. J'ai eu des bulletins de notes, c'est marqué médiocre. Il y en a un jour, c'était écrit à peu près nul. Et tout ça, en fait, ça m'a forgé. Je me suis dit, mais d'où le mec qui dit que je suis à peu près nul, mais vous n'avez pas compris, en fait. Et je me suis dit, j'ai pas besoin de vous. En fait, j'ai décidé très jeune que j'ai besoin de personne pour réussir et faire ce que j'ai envie de ma vie. Ça, c'est très clair et net. Donc, mon ignorance m'a fait que c'est pas l'éducation nationale qui m'a forgé, c'est la rencontre avec les gens, ma curiosité. C'est eux qui m'ont appris des choses. Et je remercie tous ces gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé. Et en fait, donc, j'ai une espèce, je suis un peu revanchard. C'est-à-dire que je me dis, OK, les gars, vous croyez pas en moi, c'est pas grave. Moi, je crois en moi. Vous inquiétez pas, je vais vous avoir. Et rien que pour les faire chier, eh ben, j'ai réalisé mes rêves. Et tu penses que, par exemple, dans tes atouts majeurs, c'est par exemple le fait que tu étais revanchard, les atouts qui t'ont permis à atteindre tes objectifs. Ouais, alors je pense que j'apprends à me découvrir encore hein, aujourd'hui. Hein, donc, Et tu oui, as c'est un 32 ans, atout. tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Mais oui, j'ai une petite trentaine d'années en fait. Hein, même si, voilà. Je le dis parce que certains et certaines veulent me donner moins. C'est pour ça que je préfère préciser. Non, ouais, non, tout de suite, il faut arrêter les choses. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je pense que tout ça, toutes les difficultés que j'ai eues dans la vie, comme plein de gens, en fait, j'en ai fait des forces. J'ai aimé et j'aime aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être un problème psychologique, mais j'aime les difficultés. Quand tout va bien,
à un moment, je casse le jeu, je me dis, bon, c'était rigolo, c'était sympa, et je me heurte à des difficultés parce que j'aime les difficultés, mais c'est surtout que j'apprends. Les difficultés me permettent d'aller encore plus loin, en fait. Et c'est ça que j'aime dans la vie. Et à chaque fois, je râle parce que je me dis, oh là, mais dans quoi encore je me suis lancé? Et j'imagine que justement, bah, tu as dû avoir des moments où on pourrait appeler des grands flops ou des choses qui sont des pires plantages. Si tu devais dire un truc où tu n'as pas été fier, quoi, où tu t'es dit, voilà, j'ai un peu déconné, j'aurais dû faire autrement, tu dirais quoi? Eh ben, alors, écoute, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question parce que à chaque fois, il y a des trucs que j'ai loupés. Il y a des trucs où j'ai pas été forcément au bout, etc. Mais euh, on connaît tous cette phrase, l'échec, ça n'existe pas, etc. Mais pour moi, à chaque fois, j'apprends, bien évidemment. Donc, je ne vois pas, je vois pas là où en fait j'ai merdouillé. Et il y a plein de gens qui me disent, ah, mais ça n'a pas marché. Mais tu rigoles ou quoi? Comment ça n'a pas marché? J'ai pas été jusque là où je voulais, mais j'ai fait plein d'autres choses en fait. Donc je sais pas, je n'arrive pas à me, euh, j'arrive pas là, j'ai pas la réponse tout de suite là. Pourtant, il y a plein de choses que j'ai merdé, hein, je te l'accorde, hein, mais Je pense, mais comme tout le monde, hein. bah, bien sûr. Mais en fait, je le vois tellement différemment en me disant, mais c'est pas grave, t'as réussi à faire ça, t'as été jusque-là, c'est tellement génial. En fait, moi, je suis un éternel optimiste. Et je crois qu'Einstein, il disait, il vaut mieux être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a toujours raison. Et ben moi, j'aime cette phrase, en fait. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ouais, C'est tellement. pas faux. Et si tu devais donner, ouais, pas un conseil, mais pour toi, aujourd'hui, évidemment, on va en parler tout à l'heure parce que tu as un projet incroyable qui arrive là pour 2024. C'est ça, c'est 2024, 2025, 25, 25, 26, 25. ouais. En tout cas, enfin, c'est un projet incroyable, on va en parler tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a encore quand même de la place pour les explorateurs, les aventuriers comme toi. Imagine un jeune derrière l'écran qui a 15 ans, 16 ans et il rêve de faire des aventures. Comment est-ce qu'on devient explorateur? Comment est-ce qu'un jour on se dit, moi, je vais devenir explorateur? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que pas plus tard que ce matin, 11 h, j'ai eu un jeune qui m'a rencontré quand il avait 8-9 ans. Et aujourd'hui, il fait des études. Enfin, il avait un peu plus, il avait une dizaine d'années, pardon. Et là, il est à Sciences Po. Et il m'a appelé ce matin pour me poser plein de questions parce qu'il veut devenir explorateur. Et donc, c'est encore un vrai métier. C'est un vrai métier, l'exploration. Bien évidemment, le monde entier est encore à découvrir. Alors, l'explorateur d'aujourd'hui, il n'est plus là, et l'exploratrice aussi, bien évidemment, il n'est plus là. Les gens ne sont plus là pour découvrir des nouveaux territoires. Mais si on veut protéger le monde, il faut des données régulières partout. Alors, ici, en France, en Europe, on a des données régulières depuis 50, 60 ans. Quand je dis des régulières, c'est la météo, c'est la température, c'est l'hydrométrie, heure par heure, minute par minute, etc. Sauf que le monde, c'est pas que l'Europe, c'est aussi les pôles, les endroits extrêmes de la planète, là où je suis attiré en fait. Et donc, Oui, parce que tu as il y a, beaucoup été dans ces bien sûr, destinations extrêmes. je dirais pourquoi aussi je suis amoureux du monde polaire. Donc, on a des bases scientifiques en Antarctique. En Arctique, il y a aussi des endroits où il y a des informations. Il y a des bouées océaniques, il y a des satellites, il y a plein de choses. Sauf que il y a des endroits où il n'y a pas ou peu d'informations. Eh bien, c'est le rôle des explorateurs, des exploratrices, de tester du matériel, par exemple, des prototypes, de rester 60 jours dans une tente, ce que j'ai fait sur ma dernière expédition, de rester 60 jours dans une tente tout seul avec pour mesurer la réactivité du cerveau en milieu extrême, de travailler sur l'étude du sommeil. Donc, on est aussi des cobayes. Les explorateurs sont des cobayes. Et donc, si on veut protéger le monde, il faut en avoir des données régulières partout dans le monde. Ça, c'est le rôle des explorateurs, entre autres, parce qu'il y a vraiment tout à faire. On sait très bien qu'on connaît mieux l'espace que le fond des océans. Le passage du Nord-Ouest dans le Grand Nord canadien est cartographié, donc c'est un canal qui est de moins en moins gelé, mais c'est un canal qui est dans le Grand Nord canadien. Il est correctement cartographié à 5%. 5% de cet endroit, ça a peut-être un peu évolué ces derniers temps, mais pas énormément. Donc quand j'inclus dans les explorateurs les scientifiques et les chercheurs de terrain, c'est des explorateurs. Oui, parce que d'office,
j'avais une autre question, mais je vais te la poser maintenant. Quand on met en place des expéditions, que ce soit quand tu as été dans le Grand Nord, d'autres expéditions, euh, il y a toute une logistique derrière. Comment on fait? Comment c'est préparer une expo? Ici, tu m'as dit non, c'est pas 2024, c'est 2025, parce que forcément, quand tu prépares quelque chose, il faut du temps, il faut des subsides, il faut des gens. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, derrière les projets que tu fais, même quand tu pars tout seul. Bien évidemment, il y a toujours toute une équipe. Moi, j'ai réalisé plusieurs expéditions. J'ai participé aussi à plusieurs expéditions. C'est à peu près un ordre d'idée. Un mois d'expédition égale un an de travail. Donc c'est un vrai métier. Quand on part, on va maîtriser à peu près 98% de ce qu'on fait. Donc pour ça, on va anticiper, on va vivre l'aventure avant de la vivre, et puis il va falloir effectivement chercher les partenaires, l'équipe, les sponsors, et savoir pourquoi on part aussi. Il y a forcément des raisons. Donc tout ça, ça prend du temps. Et je me rappelle plus de ta question, je crois que je suis bourré avec mon truc d'ailleurs. Mais ça y est, ça Bon, donc, commence. comment c'est de monter une telle expédition? Oui, Mais tu as répondu, enfin tu réponds en tout ah bah, cas à c'est cette ça. question-là. Bah, c'est déjà Voilà. pas Donc mal, c'est hein. un mois d'expédition égale un an de travail et on a toute une équipe. Alors chacun est spécialiste dans son domaine aussi, hein, ça c'est important. Moi j'aime bien m'imaginer un peu en tant que chef d'orchestre. C'est un peu ça. Moi je ne sais pas faire grand-chose, hormis à avoir des idées et emmener et fédérer des gens avec moi sur un rêve. Voilà. C'est-à-dire que telle personne sait jouer de la guitare, moi j'y connais rien, je ne sais pas jouer de la guitare. L'autre personne sait jouer de la flûte, chacun va jouer sa plus belle partition et moi je suis le chef d'orchestre. Et puis on va jouer tous ensemble une belle musique. C'est ça qui me plaît dans le monde de l'aventure. Je ne suis qu'un chef d'orchestre. Ce qui est déjà pas mal. Mais un chef d'orchestre particulier parce que tout de même, alors Alban, il a beau vous raconter qu'il est chef d'orchestre, alors moi, quand je vois ça, je me dis, le chef d'orchestre, voilà, il mange là, tout seul au milieu du Grand Nord, ou peut-être pas tout seul. Tu as plutôt l'air d'être en survie que d'être occupé à diriger, en tout cas à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un explorateur? Je peux dire que tu es un explorateur. Oui, tu peux dire un explorateur. D'ailleurs, on en parlera après, mais moi je fais une différence entre l'aventurier et l'explorateur. Oui, c'est ça. Mhm. Pour moi, l'explorateur. Alors, on va revenir sur ça, après on parlera de la photo, mais Mhm. pour moi, l'aventurier, c'est vraiment l'exploit sportif pur et dur. Aventurière, c'est quelqu'un qui dit, voilà, je suis le premier ou la première femme à avoir été à tel endroit le plus rapidement possible, à monter telle montagne, alors jamais personne l'a fait. Ou, voilà. Donc on est vraiment pur et dur dans l'exploit sportif. L'explorateur, l'exploratrice, moi j'ai à peu près entre 5 à 8 kilos d'équipement scientifique à chaque fois que je pars en expédition. Ce que n'a pas l'aventurier, par exemple. Alors, ça, c'est ma propre définition. Après, chacun fera sa propre définition. C'est à peu près. Mais quand on me pose des questions, souvent les gens me disent: t'es un aventurier ou t'es un explorateur? Et ben, je pars plutôt du principe de l'exploration. Parce que le monde est encore à découvrir et à comprendre aussi. Pour revenir à cette photo, euh, là, j'ai quasiment fini ma dernière expédition, pas loin de 60 jours tout seul. Et donc, je pose le trépied, la caméra automatique là, et on voit bien, j'ai perdu 11 kilos sur cette image. 11 kilos à la fin de mon aventure. Et alors, on pense à plein de choses hein, quand on est tout seul comme ça. On pense à on pense à pourquoi on part, quel est l'intérêt. On pense à la liberté, on pense au temps, on pense à plein de choses. Hein. C'est passionnant, je trouve. Et puis, il y a des tonnes de choses à faire. Souvent, les gens ils se disent: ah, mais tu dois t'ennuyer. Mais alors, pas du tout. Il y a tellement de choses à faire. Éviter de se faire manger par les ours, de passer à travers l'eau, enfin, à travers la glace. Donc ouais, c'est chouette, c'est passionnant. Hein. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que parfois ça fait peur? Alors, Parce que tu parles des ours. Moi, si je rencontre un ours polaire, je meurs de crise cardiaque. c'est très beau, les ours polaires, d'ailleurs. Oui, je Euh, sais, ils me font un peu peur. on pose souvent cette question. Déjà, il y a quand même un truc, c'est que je le rappelle, quand on part à l'aventure, quand on part en expédition, on va maîtriser 98% de ce qu'on fait là où on va. Beaucoup plus que quand vous êtes sur l'autoroute, alors qu'il y a des mecs qui vont conduire n'importe comment, et vous ne maîtrisez pas tout en expédition, vous maîtrisez beaucoup de choses. Après, il y a l'environnement, la nature qu'on ne peut pas maîtriser. Bon, ça, c'est autre chose. Après, j'ai appris à faire la différence entre la peur et l'appréhension. Et ça revient de l'enfance. C'est-à-dire que, comme j'avais pas des très bonnes notes quand j'allais à l'école, j'avais peur.
je pensais avoir peur. J'avais cette boule au ventre, comme plein d'enfants, d'aller à l'école en disant « Ah mon Dieu, j'ai pas révisé mes leçons, je vais encore avoir des sales notes, tatati tatata. » Et en fait, je me dis « Mais c'est pas possible, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas d'avoir une boule au ventre. » Et en fait, je me dis « Comment faire pour ne plus avoir cette peur ?» entre guillemets. Ben, j'ai juste compris que déjà, on n'a pas peur. La peur, c'est un vrai mot, c'est un vrai sens. La peur, elle paralyse. La peur, vous êtes figé, elle vous empêche de faire des choses. Ça, c'est la vraie peur. Et en fait, je suis désolé de vous apprendre qu'on a rarement peur, mais qu'on appréhende les choses. Et l'appréhension, c'est génial d'appréhender les choses. Ça nous permet d'être vigilants, ça nous permet d'être concentrés sur ce qu'on fait. Et après, il y a différents niveaux d'appréhension. On a le niveau, avant d'aller de plonger sous la glace où je suis tout seul, j'ai un petit niveau d'appréhension, ce qui est normal. Ça me permet d'être vigilant, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller au suicide. Et après, on a différents types d'appréhension. Et plus on va se rapprocher là-haut, plus après, on va être en panique. Et donc là, on va être en pleine peur. Mais avant, c'est que du stress, des niveaux d'appréhension qu'on peut maîtriser. Qu'on maîtrise avec la gestion des émotions, avec l'entraînement, l'expérience, par exemple. Évidemment. Donc, avec parfois les gens avec qui on est. Parce que j'imagine que même en plongée, ça a dû t'arriver parfois d'avoir peur en plongée, ou en tout cas d'avoir des appréhensions plus ou moins fortes. Voilà, des appréhensions, parce qu'on n'a pas peur. La peur, elle est tellement rare dans une vraie vie, elle est rare. Et donc après, moi, j'allais à l'école en appréhendant les choses, mais n'ayant plus peur. Une petite angoisse quand même. La différence. Et donc, quand je pars en expédition, j'appréhende énormément. Et je n'ai pas peur. Sinon, je n'irai pas. La peur, elle est dangereuse. La peur, elle paralyse, elle fige. Oui, donc tu mets la peur comme curseur de… Si tu es à la peur, là, c'est fini, quoi. C'est plus bon. Tout à fait. Je peux te dire que quand je plongeais je faisais des plongées, j'étais tout seul sous la banquise, j'étais totalement concentré, vigilant, et j'appréhendais. Et heureusement que j'appréhendais. Heureusement. Par contre, si j'avais peur, jamais j'y aurais été. Oui, c'est intéressant comme vision de la manière de voir la peur. Il y a un internaute qui te pose une question. Elle est tout de suite en lien avec ce dont on vient de parler. Je vais afficher la question. Si tu la vois bien. Comment viennent les idées pour se lancer sur une telle idée? Ce sont des demandes spécifiques d'organismes ou ce sont des idées comme ça? Non, alors c'est plutôt des idées personnelles qui me viennent. En fait, j'ai participé et réalisé plusieurs expéditions polaires. Alors pourquoi? Je vais quand même venir sur le pourquoi du monde polaire. C'est que pendant une quinzaine d'années, j'avais une école de plongée sous glace à Tignes. Voilà, j'ai géré cette école de plongée sous glace et je suis tombé amoureux de la glace. J'ai compris qu'elle nous… Enfin voilà, quand on fait des carottages en Antarctique, les scientifiques, elles nous racontent une histoire. Elle a écrasé les bateaux des premiers explorateurs, et puis en même temps, elles jouent sur le climat de la planète. C'est dingue. Juste un bout de glace. Bon. Et donc, je suis tombé amoureux de la glace. Voilà. Ça, c'est en 2000 à peu près. Voilà, j'ai acheté une école de plongée. Et j'ai voulu après dédier ma vie au monde polaire. Et donc, à chaque expédition, ça a toujours été dans le monde polaire, parce que, et d'une, je voulais apprendre et comprendre le monde polaire, à quoi il sert, quelle est son importance, comment il évolue. Donc, ça fait plus de 15 ans que je vais dans ce monde-là, et je vois une évolution sociétale et environnementale. Hein. On ne parle jamais des autochtones aussi, hein, mais il y a un vrai changement brutal pour eux. Hein. Donc, j'ai essayé de comprendre cette évolution, et puis par la même occasion, de me dire pourquoi aller là-bas, quel est l'intérêt. Alors à chaque fois, les scientifiques, donc c'est plutôt moi qui propose aux scientifiques, oh les gars, moi je vais là-bas, est-ce que ça vous intéresse que je ramène ou pas des informations? Et souvent, ils sont très demandeurs, donc ils proposent différents protocoles scientifiques en disant est-ce que tu peux faire ça? Et des fois on peut ou des fois on ne peut pas, parce que manque de place ou trop d'électronique ou des choses comme ça. Et, par exemple, j'avais un outil sur ma dernière expédition que j'avais quand j'étais en kayak aussi au Groenland, qui était la mesure de la pollution atmosphérique. Bon, sur ma dernière expédition, ça n'a pas fonctionné parce qu'il faisait trop froid et il y avait trop d'électronique. Mais j'avais différents protocoles. Donc, c'est jamais sur commande. C'est moi qui vais proposer aux scientifiques en disant est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Ah oui, c'est sympa ça. Et alors, donc tu le dis, hein, toi, c'est vraiment le monde de la glace. Alors, tu m'avais envoyé une photo où on te voit, je sais plus, dans les Caraïbes ou quelque chose comme ça, où il faut être très très chaud. Donc, tu n'as pas toujours que plongé. J'ai fait ça. Les Caraïbes. Ah oui, non, c'était en Égypte. C'était en Égypte, ouais. Avec David, Altitude. Ouais. Ça, je pense que c'est celle-là, non?
Non, parce Parce qu'il que y a, j'ai il y pas a fait les plein Caraïbes. de... Moi, je suis un éternel. Ça va faire 34 ans que je plonge et je suis un éternel débutant. Je ne connais que très peu les eaux chaudes. J'ai fait l'Égypte. Et en fait, j'ai le monde entier à découvrir. C'est cette photo-là, c'est pas l'Égypte, ça? Ah non, ça c'était à la Corse quand j'étais moniteur de plongée, ouais. Tu vois, moi, je pensais que c'était la Caraïbe, donc j'étais Ah tout non, à fait non, c'est à dans le l'ouest. golfe de Porto, J'étais ça. complètement à l'ouest, quoi. Mais oui, donc c'était pas l'Égypte. Là tu étais déjà moniteur de plongée parce qu'il faut quand même le dire, tu as racheté un club de plongée, tu avais à peine 20 ans, quoi. Ouais, c'est 22 ça, ans, ouais, enfin, tout à fait. jeune, donc c'est-à-dire, en fait, c'était hier, évidemment. Mais Oui, et il y a quand même un truc aussi, c'est que j'aime pas la logique. Si j'avais écouté la logique de mes professeurs, bah aujourd'hui je serais électricien parce que j'étais parti pour faire des études d'électricien. C'est très bien électricien, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et donc j'aime pas la logique. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire que en fait j'ai racheté une école de plongée sous glace sans argent parce qu'à l'époque j'étais moniteur de plongée, j'étais brevet d'État. Et donc j'étais voir un couple qui avait cette école de plongée et je leur dis bonjour, j'adorerais racheter votre école de plongée, mais j'ai pas d'argent. Et ils m'ont dit bah si t'as pas d'argent, tu peux partir. Et donc je suis parti. Donc, j'ai pas racheté l'école. Sauf qu'un an plus tard, ils m'ont rappelé en disant est-ce que tu es toujours intéressé? Oui. Et ils m'ont fait un crédit vendeur. Et c'est de cette manière que j'ai racheté cette école de plongée. Donc, pendant X années, tout ce que je gagnais, je leur reversais. Et c'est surtout cet exemple, il est parlant parce qu'aujourd'hui, on n'ose plus faire les choses sous prétexte on trouve des millions et de raisons et de prétextes de ne pas faire les choses. Et si on écoute la logique et les choses écrites à l'avance, on ne fait rien et on ne vit pas ses rêves. Et je suis pas d'accord avec ça. mais tout à fait. Et puis, c'est quand même un beau signal parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais moi, je ne saurais pas faire ça, j'ai pas d'argent, etc. Bon, toi, tu étais, on peut dire, vraiment tout jeune de 20 ans, tu n'as pas, t'as pas d'argent, tu vas aller bonjour, je rachète votre club, quoi. C'est quand même pas Mais et banal, hein? alors, en fait, C'est pas banal. c'est pas grave. On oublie que le non, c'est pas une insulte. Non, non, et c'est vrai que parfois les gens ont peur du non. Ils ont peur qu'on entende ce non. C'est comme si on leur disait toi, t'es pas bien, hein. En fait, non. C'est juste que Et, non. et complètement. Et c'est là où je dis tout à l'heure, j'ai dit, mon ignorance m'a aidé. En fait, mon ignorance, le fait de ne pas savoir les choses, de ne pas faire d'études, m'a aidé parce que j'ai été curieux et parce que j'ai osé faire les choses. Parce Tout que à je fait. n'écoute pas la logique. Et alors, la plongée sous glace, justement, donc toi, donc tu as racheté cette école à Tignes, école bien connue d'ailleurs. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait ma première plongée sous glace. C'était très très chouette. Et ça devait être à l'époque où tu étais encore, en fait, au moins dans la gestion de cette école. Euh, Pourquoi sous glace? Parce qu'on t'a vu, tu étais moniteur en Corse, tu n'as pas toujours plongé sous glace. Qu'est-ce qui à un moment te dit ah bah tiens, moi je vais aller plonger sous glace? Et d'ailleurs les internautes, qui a déjà parmi vous plongé sous glace ou qui aurait envie d'aller plonger sous glace? Alors en fait, je voulais dire un truc, mais j'ai encore oublié. Je veux dire un truc, mais non, mais je ne le dirai pas parce que je l'ai oublié. Pourquoi, Non, mais pourquoi tu en as gros, essayé de plonger sous glace? non, je voulais dire un autre truc avant, mais c'est pas grave. Non, en gros, moi, je suis originaire de Troyes, dans l'Aube, dans l'est de la France. Mhm. Et je plongeais dans les lacs, dans les rivières, et trucs comme ça. Et un jour, j'ai des copains qui m'appellent, qui avaient un petit lac à Troyes, pas très loin de Troyes, et qui m'ont dit ah, Alban, le lac, il est gelé, viens, on va plonger. Et donc, je plonge avec des copains dans ce lac. Et c'était génial parce qu'on était avec des combinaisons normales et pas de combinaisons étanches. Donc on avait hyper froid, mais c'était tellement beau. C'était le 31 décembre 94 ou 95, un truc dans ce style. Et c'était phénoménal. On était tremblotants, mais c'était beau. J'ai trouvé ça magique, en fait. Voilà. Et donc j'ai toujours aimé le charme de l'eau douce, de l'avant-plongée, de l'après-plongée, puisque j'étais de Troyes. Donc après, j'ai plongé beaucoup dans des grottes à Dijon, enfin en Haute-Marne, en Côte d'Or, dans ces là, je fais beaucoup de plongées souterraines. Et donc ça m'a toujours attiré en fait ce charme de l'eau douce. Et quand j'ai eu l'opportunité de récupérer l'école de plongée sous glace à Tignes, je me suis dit bah, c'est génial parce qu'en même temps je vais pouvoir skier, faire de la plongée, skier. Et c'est là où je voulais dire, je me suis rappelé ce que je voulais dire, c'est que je veux quand même rendre hommage aussi, on parle de moi, mais j'ai eu pendant 15 ans des moniteurs extraordinaires. Monch, Pedro, Vince, je pense à vous. Parce que tout ce qu'on a eu comme bon retour, etc., c'est parce qu'on était juste
amoureux de notre métier, on l'est toujours d'ailleurs, on continue à plonger, et parce que on le faisait avec passion, avec amour aussi des clients. Enfin, je veux dire, c'était un plaisir de partager notre univers aux clients qui venaient. Voilà. Donc, je Et là, voulais je aussi leur peux, rendre hommage parce que c'est comme on parlait tout à l'heure, l'équipe, elle est méga importante, il faut le dire. Voilà. c'est vrai. Et là, je peux confirmer, moi, quand j'ai été faire ce baptême sous glace à Tignes, c'était très, très drôle. Les moniteurs étaient hyper sympas. Ils nous prenaient en charge. Enfin, c'était vraiment un très, très beau moment. Que ce soit avant, pendant, après, on a vraiment eu cette totale expérience qu'on a envie d'avoir quand on fait ce genre de. À mon échelle, c'était une petite aventure. Je plongeais pas depuis des années, donc c'était vraiment waouh. Et de voir toutes ces bulles là sur la glace en dessous, et cette glace recouverte. En plus, il faisait même pas beau, il neigeait tout plein. On n'y voyait rien. Il y avait les skieurs qui arrivaient comme ça un peu partout. Et en fait, c'était féerique du coup. Mais ouais, c'est génial. C'est génial. C'était Mais c'est génial. vrai que l'expérience c'était vraiment une très très belle expérience, vraiment. On va pas encore tout de suite parler de ton projet. Peut-être que les gens le connaissent déjà, les gens il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont déjà plongé ou qu'ils aimeraient bien, ou il y en a qui disent moi j'ai envie mais je crains le froid. Il y a quelqu'un aussi qui a dit qu'elle a plongé avec toi. Voilà. Donc, mais même si on Ah, parle, c'est elle! Je m'en rappelle. Non, je vois pas les commentaires, en fait, je suis désolé. voilà, tiens, regarde, peut-être tu vas Ah, pouvoir. Julie! Bien sûr, et avec, elle voit encore plus. Voilà. Salut, Et Julie. donc, et donc peut-être. Qu'est-ce que les gens. Est-ce que si tu as peur du froid, tu peux pas aller. Enfin, si tu as peur d'avoir froid, tu peux pas essayer la plongée sous glace? Alors, non, parce que déjà, rappelle-toi, on n'a pas peur, on appréhende. Et si on appréhende d'avoir froid, est-ce qu'on doit renoncer à l'expérience de la plongée sous glace? Eh bien, pas du tout, parce que je suis quand même assez désolé de te dire qu'en fait, on n'a aucune partie du corps en contact direct avec l'eau. L'eau, ici à Tignes, elle est à 2 degrés, à peu près 2 degrés. Et en fait, on va plonger avec des combinaisons étanches. On est habillé sous la combinaison étanche. Alors les gens disent oui, mais et les mains? Eh ben, on a des gants étanches. Et les gens après ils disent et le visage? Eh ben, on a un masque facial. On n'a totalement aucune partie du corps en contact direct avec l'eau. Vous mettez dans l'eau, vous ne ressentez pas l'eau froide. Alors après, on peut la ressentir si vous faites 1 heure ou 3/4 d'heure dans l'eau. Mais on va diminuer le temps de plongée pour profiter un maximum du spectacle, du paysage sous-marin, de cette émotion visuelle que nous offre la banquise de la glace, pour ressortir en disant « Waouh, c'était juste génial, magnifique !» et qu'on ait passé un super moment. Voilà. Donc on n'a pas froid, vraiment. Les gens qui appréhendent, il n'y a pas besoin, hein, ça ne sert à rien d'appréhender, hein, venez. Oui, c'est ça, quoi. Par contre, Ouais. il y en a qui me demandent est-ce que c'est possible sans masque facial à 1 Oui, degré? Mais bien c'est sûr, froid, c'est hein. facile. Ça gèle un petit peu là. Parce que nous, on Alors, plonge en mer du Nord en hiver, et une fois en Zélande, mon ordinateur, il m'a dit 0 degré. Alors 0 degré, ça ne gèle pas, puisque c'est de l'eau salée. Mais même avec les gants étanches, même avec, j'avais pas de masque facial évidemment, on est ressorti, on avait quand même très 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 froid. oui, mais en tout cas, les gens, s'ils veulent plonger avec leur masque, ils peuvent venir avec leur masque, c'est aussi possible. En fait, c'est froid, mais à un moment, tu as tellement froid, tu es anesthésié, tu sens plus le froid. Donc c'est génial, c'est bien foutu le froid quand même, hein, c'est chouette. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quel est pour toi, si on enlève le projet dont on va parler très très bientôt, quel est pour toi ton plus grand rêve, ton rêve ultime d'explorateur? Si tu disais, wow, j'arrive à faire ça, ce serait vraiment un truc incroyable. Alors, c'est un peu embêtant ce que tu es en train de me dire parce que j'ai plutôt tendance à vivre mes rêves. Hein, donc là, c'est à peu près la prochaine expédition. Non, mon rêve ultime. Ah non, mais je suis un passionné, j'ai une chance extraordinaire de vivre tout ce que j'ai envie, quoi. En fait, tout le Je... temps. Pardon? En fait, tout le temps. Tu vis ton rêve. Alors, j'ai toujours plusieurs rêves. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir, j'ai toujours des coups d'avance. Et j'espère, je parle des rêves, et j'espère Oui, mais d'ailleurs. je trouve ça très drôle, les gens qui ont toujours un coup d'avance sur leurs propres rêves. J'adore. Ben oui, et il y a même des rêves, j'espère ne même pas pouvoir vivre, parce que
Je pense qu'il ne faut pas forcément toujours les vivre, en tout cas, hein, les rêves, mais il y en a, Mhm. j'espère, les garder en mémoire et puis me dire peut-être qu'un jour, je pourrais faire ça ou pas. Mais voilà, tout le monde n'a pas de rêve aussi. Après, il n'y a pas de jugement. Chacun fonctionne comme il le souhaite et comme il peut aussi. Mais non, j'ai aucun problème à vivre tous mes rêves. Alors moi, c'est pas un souci, hein, puis j'en ai plein, hein. J'aurais pas assez de vie pour les vivre, hein. Oui, mais je comprends très bien ce sentiment. Alors, on va quand même donner un indice sur nos apéros, parce que pour l'instant, personne n'a deviné, et donc personne n'est l'heureux ou l'heureuse gagnante dans des livres dédicacés Tant à pis pour ces... vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Alors, moi, est-ce que tu veux donner d'abord un indice? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme indice? Je commence à être bourré. Alors, moi, je vais rajouter qu'il lui faut pas grand-chose, hein, pardon. Bon, ça va, c'est bon. Et alors, moi, c'est chaud. Enfin, c'était parce que maintenant, c'est plus très chaud. C'était chaud et c'est plus très, très chaud. Alors, Alban, tu connais super bien le Grand Nord, tu l'as fait et vraiment, c'est quelque chose qui te passionne. Si nous partons ensemble, toi et moi, dans le Grand Nord, qu'est-ce que je vais retenir de toi? Mon humour. Ça m'étonne. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein. Non, qu'est-ce que tu vas retenir? Tu vas retenir que en fait, les choses dans la vie, elles sont difficiles, mais c'est que difficile. En fait, tu vas t'apercevoir qu'on est capable de tout et tu le sais certainement. Mais partir dans le dans le Grand Nord, souvent les gens disent ah mais il fait hyper froid, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est que difficile. Et moi, je fonctionne d'une manière en disant, alors je passe mon temps à râler, hein. Moi, j'adore râler et tout, parce que comme ça, je vois à quoi Ah ça oui, t'as un ressemble. râleur. Mais non, non, mais je déconne. Mais en gros, euh, ce que je veux dire, c'est que dès qu'on fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, où même la vie est difficile, et ben j'aime dire que les choses ne sont que difficiles. Du moment que c'est difficile, c'est possible. Et moi, je m'accroche toujours à ça. Donc, partir dans le Grand Nord, tu vas peut-être me dire, ah, j'en ai marre, j'ai froid, j'ai pas chaud, j'ai ci, j'ai ça, tout ce que tu veux. Ok. Mais voilà, mais tu vas le faire, en fait. Et donc, en gros, on avance. Pas après pas, on avance et on fait les choses. Donc oui, c'est vraiment cette phrase qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu des milliers de fois en disant, mais putain, je galère, machin, mais j'avance. Ouais, putain, c'est difficile. Ouais, mais j'avance. Ouais, mais c'est que Oui, difficile en fait. Ah ouais, ouais, j'avance. Ouais. oui, parce que tu as toujours le pied qui part quand même. Tant que tu sais poser un pied en avant, tu avances. Oui, ma dernière expédition, je suis parti avec mes deux traîneaux là, comme ça, avec des skis de rando. Donc j'avais mon matériel de plongée là, voilà, et j'avais mes deux traîneaux. Et le premier jour, je pars, euh, j'avais 170 kilos. Je devais faire à peu près entre 15 et 20 km jour. Oh, le premier jour, j'ai fait 3 km. J'avançais centimètre par centimètre. Et je me suis dit, oh là, bah, je suis pas prêt d'arriver. Un premier ravitaillement, il est à 500 km. Et en fait, le seul truc qui m'a donné confiance, c'est de me dire, mais en fait, j'avance. Je ne stagne pas. Je ne recule pas. J'avance. Même si c'est pas vite, j'avance. Et à chacun de mes projets, à chaque fois, j'avance. Même si c'est pas vite, moi, je suis peut-être une tortue. Mais je fais les choses. Je n'ai qu'une parole et j'avance. Mhm. Et quand tu avances, justement, donc tu l'as dit, donc moi je trouve que c'est une très belle philosophie, hein. C'est vrai que parfois on peut se sentir hyper découragé quand ça n'avance pas comme on l'avait programmé dans notre tête. Et donc voilà, mais parfois il faut se redonner du courage aussi. Et qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu te sens dépassé? J'imagine qu'il y a des moments peut-être où tu t'es senti dépassé, où les choses n'ont pas été exactement comme tu voulais, comme tu viens de dire là. Qu'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que les gens qui sont face à des difficultés peuvent mettre en place, selon toi, pour dépasser leurs propres difficultés? Ah, il y a un truc qui est, à un moment, effectivement, on veut faire quelque chose, puis en fait, ça avance pas comme on le souhaite, et cetera. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, à un moment, c'est vraiment un peu la gestion de ses émotions. Ça veut dire d'arrêter de râler, d'arrêter de
d'être pessimiste aussi, de partir tout le temps dans j'y arriverai pas, je laisse tomber. C'est en gros prendre du recul, relativiser les choses en disant bon, allez, je laisse un peu tomber, voilà. Et puis après, laisser un peu de temps. En fait, le temps nous permet aussi des fois de trouver des solutions. C'est vrai, hein, il y a des fois où on n'y arrive pas. Donc moi, je laisse un projet pendant 10 jours, un mois. Alors ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, mais de laisser du temps. Et après, de revenir sur ce projet. Des fois, on a trouvé la solution et des fois, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Peut-être qu'on était dans le déni de quelque chose. Moi, c'était le cas, si on va parler de mon prochain projet, c'était le cas. Moi, c'est un projet qui a mis 8 ans. 8 ans avant d'arriver à quelque chose qui me convient. Mais pendant 8 ans, j'allais peut-être pas toujours dans les bonnes directions. Donc, parce que je n'avais pas accepté que ce que je faisais n'était pas bien, en fait. Voilà, parce qu'on a le droit d'avoir des défauts, de ne pas y arriver. Et donc, il y a des fois où il faut ne plus être dans le déni et accepter les choses, en fait. Voilà. Et après, on a ce côté optimiste. Voilà. C'est garder la foi, garder l'espoir, ça c'est important. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans le pessimiste. En fait, ça ne sert à rien. Je suis désolé, c'est tellement surfait le pessimiste aujourd'hui. Mais vraiment, râlons parce que ça fait du bien, ça nous permet d'exprimer nos émotions. Mais à un moment, allez, si ça ne marche pas, on fait autre chose. Il n'y a pas besoin. On n'a qu'une vie. Putain, ça passe tellement vite, on n'est pas malheureux. Mais pourtant, la vie est difficile, donc ne perdons pas de temps à être pessimiste, quoi. Et en fait, quand on t'écoute, c'est assez facile finalement. Ouais, bien sûr, c'est très facile. C'est une question d'état d'esprit. C'est très facile. Enfin, c'est très facile pour moi, peut-être. Je te dis pas que des fois, je ne galère pas, hein, attention. Hein. C'est pas vrai. Mais j'ai appris à aimer les challenges et les défis. J'ai appris à tutoyer les difficultés. Oh, c'est joli ça. Tu peux la noter. Je note. Non, mais vraiment. Alors, tiens, j'ai inventé une phrase l'autre jour. Je discutais, je trouvais que j'ai sorti une phrase que j'aimais beaucoup. Je peux te la donner, je peux vous la donner. C'est les difficultés d'aujourd'hui seront des anecdotes demain. C'est vrai. Mais vraiment, reprenez toutes vos difficultés d'hier. Eh ben, aujourd'hui, on en rigole. Ou en tout cas en disant, ça m'a servi, j'ai appris, j'ai grandi et je peux encore faire mieux. Donc, il n'y a rien de facile, mais c'est possible. Et j'aime rajouter, aujourd'hui, on est dans un monde où on a tous un téléphone portable. Et aujourd'hui, on veut tout de suite. T'imagines que si tu veux une pizza, tu fais ça avec ton téléphone portable, tu appuies sur un bouton, en gros, dans 15 minutes, tu as une pizza, tu te fais mal à la cheville, tu as les pompiers qui arrivent, et tu veux coucher avec un garçon ou une fille ce soir, bam, tu choisis sur un catalogue, à la limite. Bah, vivre ses rêves, ses désirs, ses passions, tout ce que tu veux, c'est tout l'inverse de la génération d'aujourd'hui, d'avoir un téléphone portable. Et moi, j'en suis le premier, très heureux d'ailleurs. Et ben, c'est pas ça, les rêves. C'est tout l'inverse. C'est patience, persévérance, détermination, croire en soi. C'est tout ça. En tout cas, quand je dis qu'on invite ici aux apéros Different Dive des gens inspirants, alors je ne sais pas, vous derrière votre écran, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'Alban, il est mais vraiment hyper inspirant. Vraiment, vraiment incroyable et merci. Et j'ai noté toutes les phrases après, je vais mettre des photos de toi sur Facebook en disant, en quote, je l'ai noté, hein, j'ai appris à tutoyer les difficultés. On est tous pareils, mais en fait, c'est ça. Moi, je suis comme tout le monde. On est tous la même chose, donc je vois pas pourquoi. Et encore une fois, quand je te dis je râle, oui, bah, il y a des trucs, ça m'énerve. Mais oui, mais j'avance. On n'a pas le temps d'être pessimiste. Et moi, j'encourage tous les internautes qui nous écoutent à partager cette vidéo à tous les gens qui ont un coup de cafard, qui ont un coup de blues, qui savent pas comment avancer dans leur vie, qui ont l'impression qu'ils rament depuis longtemps. Et vous leur dites d'écouter ce qu'Alban vient de nous dire parce que c'est quand même, ce sont des petites choses. C'est pas difficile à mettre en place. C'est à un moment où on doit faire dans le cerveau, mais c'est vraiment, ça change la vie, ça change vraiment le cours de notre existence d'arriver à reprendre, en fait, à reprendre le contrôle sur notre vie, mais positivement. Oui, je vais juste rajouter une chose. Tu as raison dans ce que tu dis. Je vais juste rajouter une chose, c'est que dans la vie, il y a des moments qui sont vraiment difficiles, qui sont dramatiques. Des fois, on vit des drames dans la vie. Et donc, on a tout le temps de pleurer et de se plaindre, en fait. C'est pour ça que moi, pour l'instant, tant que tout va bien,
il est hors de question que je pleure tout de suite. J'aurai le temps de le faire plus tard quand un drame arrivera chez moi. En fait, c'est ça le truc. Le jour En où je serai espérant qu'il malade, n'arrive j'aurai le jamais. temps de m'occuper. Non, mais je me le souhaite aussi, je touche du bois d'ailleurs. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, arrêtons de se plaindre aujourd'hui parce que demain, il peut avoir des vraies raisons de se plaindre. Parce que la vie n'est pas toujours évidente, bien évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui te demande cette question-là. Est-ce qu'il y a des explorateurs que tu admires particulièrement? Alors, il y a Jean-Louis Etienne que j'aime beaucoup, qui est vivant, et il y a aussi Bertrand Piccard. Je ne sais pas si vous voyez Bertrand Piccard, c'est celui qui a fait le tour du monde avec son avion, enfin il n'a pas fait que ça, mais le tour du monde avec son Solar Impulse, sans une goutte d'essence en avion. Donc j'aime beaucoup Bertrand Piccard, qui est aussi quelqu'un de très très optimiste et rempli d'espoir. Et voilà, lui, il se dit être un explorateur de solutions, et j'aime sa définition. Donc, parce que voilà, ouais, donc Jean-Louis Etienne et Bertrand Piccard, ouais, j'aime beaucoup. Et j'encourage les gens à. Jean-Louis Etienne, je ne le connais pas, donc je vais évidemment aller me renseigner, mais Bertrand Piccard, moi j'étais le voir en conférence et tout, et tout le monde est comme ça, parce qu'on est tous subjugués par ce qu'il raconte. Il a un regard d'une puissance, et alors on reste pantois, parce qu'en fait, il est comme toi, il tient des propos vraiment super inspirants, avec une énergie folle, une énergie dingue, un positivisme, mais à toute épreuve. Mais vraiment. Alors, on va parler évidemment de ton projet. Maintenant, je me rends compte que je crois que j'ai posé 10 questions dans les 255 000 que j'avais préparées. Et donc, mais on va parler de ton projet. Avant ça, on va redonner un indice parce que je pense que les indices n'étaient pas suffisamment clairs. Et je pense que tu as un peu trompé les gens en disant que tu étais un peu bourré, parce que vraiment, je ne crois pas une seconde. Il faut que je donne un autre indice alors, c'est ça? Ouais, un indice un peu plus évident maintenant. Un autre. Alors, c'est toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Donne un autre indice alors. Vas-y, je te laisse. Peut-être que Alban, il a choisi la boisson parce qu'il était devant moi. Ah bah là, ils vont trouver, ça c'est certain. Ça c'est sûr, hein, tu les as. Tu veux que personne gagne mon bouquin ou quoi? Et moi, je dirais que cette saison. Alors maintenant, donc allez-y, hein, donnez vos possibilités, donnez vos solutions, donc à votre avis. Et alors, je précise, parce que je pense que ça va aller vite, parce qu'ils ont quand même compris que tu étais devant moi. Je précise qu'il faut que ce soit précis. Bonne chance. Ouais. Bon, et c'est que difficile, hein, c'est pas grave. C'est que difficile, on l'a dit, vous avancez et donc vous ne reculez pas. Donc, on l'a dit, on voit que ça se rapproche là sur les solutions. Mais maintenant, on va parler de ton projet. Donc, tu vas faire un projet absolument dingue. Moi, ça m'a fait un peu sourire parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, on n'était pas très, très loin des confinements. Ouais. Tu annonces ce projet. Alors, Alban, explique-nous quel projet de dingue tu vas faire en 2025. Alors, avant de développer pourquoi, en gros, l'idée c'est de concevoir une base de recherche sous-marine, donc un habitat sous-marin, qui sera immergé sous la banquise arctique, vraiment sous la glace. On va se faire enfermer sous la glace en Arctique, et on va être à 4 à l'intérieur, un équipage de 4 personnes pour vivre 6 mois dans cet habitat sous l'océan Arctique. Il y a 2 objectifs à ça, je le développerai tout à l'heure. Premier objectif, il est d'ordre scientifique, puisque je suis un amoureux du monde polaire, j'ai dédié ma vie au monde arctique notamment. La première chose, le monde arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Et tout ce qui se passe partout sur la Terre vient principalement du monde arctique. La montée des eaux, le changement des courants océaniques, l'acidification des océans, etc., etc. Tout vient de l'Arctique. Donc on est vraiment, c'est un peu, ce qu'on va faire, c'est un peu l'embryon dans le ventre de sa mère, quoi. En fait, on va vraiment être au chevet de la banquise et la voir évoluer avec des scientifiques pour l'analyser. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut pouvoir analyser la banquise sur des données, sur un temps assez long pour avoir des informations. Et la deuxième chose,
puisqu'on est dans un environnement extrême, on peut avoir, donc on aura la banquise, sous l'eau, l'habitat sous-marin, et au-dessus, sur la banquise, un camp de base. C'est un peu la sécurité. Et donc, on va pouvoir tester dans l'habitat sous-marin et sur le camp de base, puisqu'on peut avoir des températures extérieures jusqu'à -60, des vents qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h, une température de l'eau à -1,6 degrés. Et l'idée, c'est aussi de tester des prototypes qui feront le monde de demain. Donc, des choses qui vont aller principalement dans l'espace, parce que le cercle, il est simple, c'est les laboratoires, principalement l'espace, et ensuite éventuellement le militaire, mais en tout cas, les technologies après arrivent chez nous. Ça peut être dans nos téléphones, ça peut être dans nos bâtiments. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de tester des prototypes avec des ingénieurs aussi, pour voir un peu l'évolution des matériaux, par exemple, et dans les conditions extrêmes. Dernière chose, on va proposer aussi à des astronautes de pouvoir venir s'entraîner dans les conditions les plus extrêmes de la planète, ce qui se rapproche le plus possible des conditions qu'ils peuvent connaître et rencontrer dans l'espace. Voilà en gros. Le projet, ça s'appelle la mission Biodysseus. La mission Odysseus, non, Biodysseus. Biodysseus, tout à fait. Et alors moi, j'ai vu les photos et tout ça que tu avais publiées. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas, j'aurais dû en prendre une, mais c'est assez impressionnant en fait comme infrastructure, j'ai envie de dire. Vous allez être dans un grand truc là sous l'eau. Donc c'est 6 mois sans voir la lumière du jour quelque part. Oui, complètement. Alors en fait, si tu veux, l'habitat, c'est des modules qu'on connecte les uns aux autres. L'habitat va faire 24 mètres de long jusqu'à 2,30 m de large. Alors pourquoi c'est pas très large? Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux un habitat qui soit modulable. C'est-à-dire derrière, on pourra rajouter des modules, évolutif et transportable. Parce qu'il y a eu des projets sous-marins, et d'ailleurs, je reviens sur l'histoire de Cousteau. Cousteau, il avait fait précontinent 1, précontinent 2, précontinent 3, donc je n'invente pas le concept des habitats sous-marins. En gros, qu'est-ce que j'en fais? On va faire quelque chose qui va pouvoir être transportable plus tard, parce que ce qu'on va construire, ça aura une durée de vie d'exploitation de plus de 20 ans, quand même. On ne construit pas quelque chose pour 6 mois. Au début, c'est l'expédition qui va durer 6 mois, et une fois que tout va bien, on va proposer notre habitat pour les scientifiques, les ingénieurs, les astronautes. On va l'ouvrir à la communauté. Donc, c'est en gros le concept de l'habitat sous-marin, je ne l'invente pas. C'est ce que je disais, Cousteau l'avait très bien fait avant. C'est ce qu'on y fait à l'intérieur et où on le met. Voilà, c'est ça qui est important. On va vraiment pouvoir étudier la banquise le plus proche possible. Et comme j'ai passé 15 ans de ma vie à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace, ça c'était ce qu'on faisait, 60% des gens qu'on emmenait plonger sous la glace ne savaient pas plonger. C'était leur première plongée. On va pouvoir emmener des gens qui ont des savoir-faire, qui ont des compétences extraordinaires dans le monde, mais qui ne savent pas forcément plonger ou qui n'ont pas un gros niveau de plongée. On va pouvoir les emmener avec nous dans les conditions qu'on va connaître sous la banquise arctique. Et là, on va pouvoir aussi étudier l'être humain. Vous imaginez 6 mois confinés, c'est hyper intéressant pour le monde spatial aussi, par exemple, pour mieux connaître le fonctionnement du cerveau. Et donc, tout ce qui se passe, même dans le milieu du spatial, ce qui m'intéresse dans la recherche spatiale, encore une fois, c'est que ça nous sert à nous, chez nous un jour. C'est ça qui est intéressant. Je ne parle pas du tourisme spatial ni de la conquête spatiale. Je parle de la recherche spatiale. Et ça, c'est passionnant. En fait, tu es un peu dans l'esprit quand même de Bertrand Piccard aussi. C'est vraiment, lui aussi, il cherche des solutions pour tout le monde après, et les explorations qu'il mène, les projets, vous avez une façon de faire qui est assez optimiste en fait et humaniste. Il m'a beaucoup inspiré, je le disais tout à l'heure, Bertrand Piccard. Mais rappelez-vous, en 1909, alors on n'était pas là, mais j'imagine en 1909, Louis Blériot qui veut traverser avec son avion la Manche. Tout le monde le prend pour un fou à l'époque. Non mais c'était hier. Et aujourd'hui, il y a des avions partout. Et moi, je pense, Bertrand Piccard, je ne parle pas en son nom, mais je pense qu'on est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur la technologie d'aujourd'hui. On est obligé d'inventer la technologie de demain. Il y a des choses qui existent déjà. Il y a des choses qui sont pas encore méga efficaces. Il y a des choses qui n'ont pas un super rendement. Mais demain, avec l'évolution des technologies, ça sera efficace. Et on ne peut pas se permettre de dire, bon, tout va mal,
bon, bah, on va rester comme ça et puis on va rien faire, on va rien tenter. On peut pas, je suis désolé quand même aussi de vous annoncer que demain, on va pas tous mourir. Et dans un siècle, quand vos petits-enfants, ils vont dire, bah, vous avez rien fait à l'époque, parce qu'ils seront là, hein, vos petits-enfants. Et ben, on peut pas leur dire, bah, excuse-moi, je pensais que le monde était foutu et qu'on allait tous mourir. Non, le monde de demain, il sera encore là. Je dis pas que ce sera toujours rigolo, hein, c'est pas ce que je dis, mais il sera toujours là et on a tout intérêt à trouver des solutions et à travailler. Déjà, il y a plein de gens qui travaillent depuis hier, mais il faut continuer pour demain. C'est joli. C'est joliment dit, joliment exprimé. Je suis obligée de donner un nouvel indice parce que manifestement, c'est assez difficile. J'ai été un peu dure parce que j'ai dit qu'il fallait que ce soit précis chez toi. Alors, chez moi, ils ont trouvé, en fait, depuis très longtemps. Donc, n'essayez plus de trouver ce qu'il y a dans mon mug. Ils l'ont trouvé presque tout de suite, tellement ils sont forts. Mais alors, par contre, chez toi, effectivement, beaucoup de gens ont dit une bière parce que je suis un tout petit peu belge, en fait, tout à fait. Et vous avez raison. Mais comme il fallait être précis, je vais vous donner l'indice maintenant qui va faire que vous allez toutes et tous trouver, pour ceux qui connaissent cette bière-là. Donc, il s'agit bien d'une bière, mais qui parle d'une façon étrange de la vie. J'aurais jamais trouvé, moi. Qui parle d'une façon inversée de la vie. Non, mais je te laisse faire. Hein, Alors, il y a une question. il reste 4 minutes, hein, bonne chance. Hein. Ouais. Il y a une question qui est évidemment, qui finance toute cette expédition? Parce que c'est pas un petit truc, tu pars plus avec tes 2 traîneaux et tes skis, là, on parle d'un truc giganticisme. Alors finalement, c'est comment est-ce qu'on fait comme ça? Qui finance ce Alors, genre? c'est qui va financer? C'est pas pareil. C'est qui va financer? Oui, ça va être des partenaires, des financiers, effectivement, ça va être des sponsors principalement, des sponsors privés, souvent, c'est ça. Et c'est quand même un projet qui va être européen. Hein. Donc, peut-être qu'il va avoir des aides européennes, mais principalement, ça sera des sponsors privés, ouais, tout à fait. Oui, donc c'est quand même. C'est un projet à plusieurs millions, hein, bien évidemment. Oui. Alors, je vais te poser encore 2 dernières questions et après, on parlera vite fait aussi de ton actualité parce que c'est important. Mais excuse-moi, ça finit à 60, non? Ou on peut continuer encore un peu? On peut continuer si on déborde, ça ne va pas couper net. J'ai eu peur. Enfin, j'appréhendais un peu. Parfois, les internautes, ils veulent qu'on continue, mais parfois, j'essaie quand même de respecter. Okay. Ouais, donc ça ne va pas couper net, donc heureusement. Okay. Sinon, je t'aurais déjà dit, bon, ben, on va presque se dire au revoir, mais imagine, parce que tu parlais justement, c'est très intéressant, le monde ne va pas s'arrêter demain, on est d'accord. Imagine, Alban, nous sommes le 27 novembre 2032. Où es-tu et que fais-tu? Donc ça, c'est dans 10 ans. Ok. Où es-tu et que fais-tu? Je pense que je suis encore à évoluer avec ma base, la station Biodicéus. Je pense que je serai encore avec elle. Pas forcément, je serai sorti entre les deux. Hein. Mais il est possible que cette station Biodicéus soit mise dans d'autres endroits de la planète derrière et donc que je puisse accompagner des scientifiques ou des ingénieurs. Donc à mon avis, dans 10 ans, parce que pour moi, 10 ans, c'est demain quasiment, je serai encore avec la station Biodicéus, peut-être en Antarctique, peut-être. Ça, c'est joli. Alors, il y a quelqu'un qui demande où tu vas dans l'Arctique. Non, c'est l'Antarctique tu vas, c'est pas l'Arctique. Ça peut être les deux, mais je vais plus souvent en Arctique qu'en Antarctique. Et la mission, c'est en Arctique. Ça sera en Arctique, au niveau du cercle arctique, le nord. Ouais. Ouais, mais donc vraiment tout à fait au-dessus, au pôle? Alors, pas forcément au pôle. En fait, il faut quand même. Au pôle Nord, il y a 4000 mètres de fond, donc c'est un peu beaucoup. Donc, on va plutôt être dans une zone qui sera soit Nord-Canada, soit Groenland, par exemple. D'accord. Alors, je vais afficher un commentaire pour une raison très précise. C'est Paul qui dit ceci. Alors, il faut savoir que Paul, c'est quelqu'un qui est extrêmement discret. Il a une très grande page sur Facebook qui s'appelle La beauté de la plongée. Paul est sans doute une des premières personnes sur Facebook qui a fait confiance en mon blog Different Dive et ça fait très longtemps que je dis aussi qu'il doit plonger dans le froid. Donc Paul, maintenant, tu peux plus reculer.
Ne recule pas. Et je vous invite toutes et tous à aller voir la page, évidemment, La beauté de la plongée, parce que ce qu'il fait, c'est très, très chouette. Il partage plein de trucs super chouettes. Alors, Merci Paul et bravo. oui, parce que maintenant, il va pouvoir aller plonger dans le froid. Et la phase d'après, il vient plonger en Belgique. Ça va être un peu plus compliqué, peut-être, quoique. À ce moment-là, il viendra avec moi. Alors, je te pose cette dernière question. Si nous devions toutes et tous faire quelque chose, une seule chose, pour améliorer notre futur à tout le monde, nous en tant que communauté de la plongée sous-marine, parce que c'est vraiment ça ici derrière nos écrans, si on devait faire quelque chose de positif pour le plus grand bien, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des tonnes de choses à faire, mais je suis quelqu'un d'assez simple aussi, d'assez factuel, peut-être un peu dur des fois dans mes propos, mais tu sais, moi je pense que on veut tout de suite changer le monde en coupant le wifi, en mettant des cols roulés. Ok, ça c'est chouchou, c'est mignon, mais on n'est pas foutu de, pour les gens qui fument, pas tous bien évidemment, mais certains les jettent par terre. Il y a plein de gens qui, on est dans un pays, moi j'habite sur la presqu'île de Gien l'été, c'est super beau. Sauf que tous les matins, quand je vais sur la plage, il est 6 ou 7 heures du matin, et il y a plein de déchets sur la plage, des canettes de bière, des boîtes à pizza. On n'est pas foutu tout le temps, pas généraliser encore une fois, mais de mettre des choses dans les poubelles ou de ramener nos déchets. Eh bien, j'aurais la même chose en plongée parce que je continue parfois de donner des cours, je continue aussi et je vois énormément de plongeurs parce que j'habite dans un endroit qui est extraordinaire pour la plongée. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas s'équilibrer correctement, qui touchent les gorgones, qui font pas forcément très attention au fond, tout simplement. Donc déjà, faisons attention à notre environnement, sachons nous équilibrer correctement, ça sera déjà un bon début, ça sera déjà une bonne chose, je pense. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres choses, hein, ne pas nourrir les animaux, voilà, mais Oui, c'est quelque chose, sachons. effectivement, que tout le monde peut et sait faire. Oui, et en fait, on se rend pas compte, mais moi j'en vois un paquet, hein. Les gens qui brassent le fond, qui touchent les gorgones, qui font pas gaffe. Et à force de faire pas gaffe et le nombre de gens qui plongent, bah ça abîme les fonds. Donc c'est quelque chose qui est, encore une fois, réel. Alors, invitation faite à tous les moniteurs et monitrices de plongée de par le monde. Apprenez le palmage style Frocky, comme ça on ne casse pas tout dans le fond. C'est très facile à apprendre. En plus, ça favorise quand même la plongée lente. On est tranquille alors. Et là, c'est quasi impossible d'aller donner des coups de palme sur les fonds. Et c'est quand même en plus très confortable. Bien sûr. Et puis c'est ça, on oublie que la plongée, c'est pas que une histoire de mettre pour monter, je mets de l'air dans la stable ou je la vide. Non, c'est aussi une histoire de position et de respiration. Donc on oublie ça. Donc repartons sur des bonnes bases. D'accord. C'est dur de Alors, faire le parcours. Alors, avant de parler rapidement de ton actualité, parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui te demande si on va pouvoir te croiser au salon de la plongée, tu vas répondre tout de suite à ça. Je vais donner le nom des gagnants, parce qu'évidemment, il y a des gagnants. Alors, en ce qui me concerne, c'était bien du vin chaud. Alors, pourquoi du vin chaud? Parce que Alban, il n'arrêtait pas de nous parler de trucs avec de la glace et tout. Vous savez, moi, je suis hyper frileuse. Et donc, évidemment, forcément, j'ai choisi une boisson chaude. Et puis le vin, parce que c'était le vin chaud, approche de Noël, tout ça, c'était de saison. Et chez toi, Alban, c'était C'est une bière, mort subite. la mort subite. Et alors, c'est la première fois que ça arrive sur les apéros. C'est quelqu'un, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce réseau-là, mais c'est quelqu'un qui regarde sur YouTube et c'est Franck Lemaire. Donc, j'ai pas dit pour moi, mais donc c'était Sylviane Busset. Je lis mes notes. Hein. Il y a Didier derrière qui note qui est le premier. Et donc, Sylviane Busset, elle va remporter le livre des photographes. Il faut me contacter en message privé parce que sinon, vous n'aurez jamais vos livres. Et Franck Lemaire, lui, il va remporter ton livre. Bravo, voilà. Franck. Voilà. Et c'était pas facile à trouver en plus. Non, c'est pas facile. C'est mon fruit préféré, la cerise. Voilà. Et c'est pour ça que tu as choisi la mort subite. Alors, est-ce qu'on va te croiser au salon? Est-ce que tu seras là? Oui, je serai là. Je vais partager mon temps sur différents stands, donc stand dédicaces, et puis sur le stand d'Aqualung aussi, pour aussi des dédicaces, voire des conférences. Tout à fait, je serai là.
Voilà. Et à part ça, en point de vue d'actualité, il y a évidemment en 2025, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues pour toi prochainement? Alors moi, je me concentre principalement sur l'expédition Biodysseus, hein, donc ça va être, ça va prendre du temps. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont aimé mon discours ou qui m'aiment bien ou pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Bien sûr. Instagram ou LinkedIn, où vous voulez. Et en fait, à Tignes, j'ai revendu mon école de plongée sous glace, mais je suis à côté. Vous pouvez toujours venir. Et moi, je serai certainement, je vous verrai forcément. Il y a des grandes chances. Et j'ai monté l'école des explorateurs maintenant. Et donc, je forme des gens qui veulent partir à l'aventure, qui ont des projets d'expédition ou d'aventure, pas forcément au bout du monde. Chacun son aventure. Donc, je forme les gens en surface, monter une tente en pleine tempête. Je les challenge beaucoup sur leurs projets et aussi sur la partie plongée. Si des gens vont faire des choses très spécifiques, voilà, je continue la partie plongée un peu plus poussée, on va dire. Et voilà. Donc, c'est l'école des explorateurs et c'est à Tignes, c'est à 10 mètres de l'école de plongée sous glace. Oui, c'est pas banal, hein, une école d'explorateurs, c'est assez chouette. Non, non. Et En tout cas, d'ailleurs, je profite aussi, je oui, me permets vas-y. aussi, j'ai sorti un nouveau livre, j'avais oublié celui-là, tiens, j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle L'école des explorateurs, il est sorti il y a 3 semaines aux éditions EPA, donc l'école des explorateurs, où je donne plein de conseils pour les gens qui veulent monter leur projet, encore une fois, d'aventure, mais pas forcément au bout du monde, hein, ça va de la micro-aventure aux expéditions les plus extrêmes. En gros, c'est, vous avez un rêve, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, et ben voilà, je donne des conseils et des astuces. Et comment il s'appelle? Parce qu'en plus, moi, ça m'intéresse, hein, je dois dire. L'école des L'école des explorateurs explorateurs. aux éditions EPA. Parce que voilà, dès qu'on peut mettre des nouveaux projets en route, c'est quand même intéressant d'avoir des personnalités inspirantes qui te donnent des trucs et astuces pour le réaliser. C'est ça. En tout cas, moi, Alban, j'étais vraiment ravie, super contente de t'avoir comme premier invité de cette saison. Je pense que tu as ce discours inspirant, tu as ces pépites dans les yeux quand tu parles des choses, tu as cette manière d'expliquer qui vaut en fait, je sais pas, ça donne comme une grande bulle d'oxygène. Je suis vraiment ravie de t'avoir accueilli ici pour ce premier apéro de la saison 2022-2023. Et je te donne de toute façon, en ce qui me concerne, rendez-vous aussi au Salon de la Plongée. Je compte sur toi. Merci Hélène aussi pour l'invitation. On s'est loupé l'année dernière, c'était un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette soirée, cet apéro. Et puis pour ceux qui seront au salon, on se voit avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ok, à très bientôt, Alban. Ciao, ciao. Salut, merci. Ciao. Alors, j'espère que tout comme moi, vous avez été inspirés, parce que pour moi, en tout cas, c'était un très, très beau moment de partage et j'espère que pour vous aussi, maintenant, vous savez comment peut-être aller plus en avant dans vos projets. Vous avez peut-être envie d'aller aussi plonger sous glace ou peut-être faire une formation à l'école des explorateurs d'Alban, toujours à Tignes. Pour ma part, je vous retrouve évidemment bientôt au travers du blog. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel apéro avec aussi un invité extraordinaire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et heureuse. Ciao, ciao.